Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de la Formation. Nous répondrons à toutes vos questions dans la deuxième partie de cette émission. Un tiers des Français déclarent avoir souffert au moins une fois d'un problème hémorroïdaire et plus d'un tiers d'entre eux au cours des 12 derniers mois. La proctologie concerne des pathologies extrêmement fréquentes dans les consultations de médecine générale. Hémorroïdes, abcès et fistules sont des situations plus inconfortables d'ailleurs pour les patients que pour les thérapeutes. Mais banal ne veut pas dire anodin. Et c'est pourquoi l'émission de ce soir sera une mise au point importante, en particulier pour les fistules, qui représentent une vraie urgence de médecine générale. Alors voici les objectifs pédagogiques que nous allons aborder dans l'émission. Connaître les enjeux de la prise en charge des hémorroïdes, revisiter le traitement des abcès anorectaux et comprendre les mécanismes de la fistule anale. Je vous présente tout de suite mon invité de ce soir, le docteur Philippe Godberge. Bonsoir. Bonsoir. Vous le connaissez bien, il est gastroentérologue spécialisé en proctologie à Paris. Je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant poser vos questions grâce à la boîte de dialogue située en dessous de votre écran. Philippe Godberge, avoir des hémorroïdes, c'est d'abord quelque chose de normal. Tout le monde en a ? C'est une structure anatomique normale, effectivement. On est tous, ça apparaît dans l'embryon dans les premiers mois de la vie et ça va se développer. Simplement, il y a une confusion entre la structure anatomique physiologique et la maladie. Un peu comme si on confondait les termes de nez et de rhume, quoi. Oui. Mais sinon, cette structure anatomique qui a une fonction dans la fermeture du canal anal peut, dans certaines circonstances, être responsable de symptômes. Et on appelle ça la maladie hémorroïdaire. Ok, avant de parler de la maladie, j'aimerais bien comprendre à quoi ça sert. Vous dites, ça sert à fermer mieux le... Oui, ça sert à l'occlusion fine du canal anal. Si on voulait être un peu finaliste, on dirait qu'un cercle, lorsque vous le refermez, il reste toujours le centre. Et donc le fait de faire des parois irrégulières permet aux parois de s'emboîter les unes dans les autres et de fermer finement le canal anal. Simplement, lorsque ça devient une maladie, elles ne remplissent pas cette fonction parce qu'elles sont augmentées de volume, qu'elles sont mobiles, et donc on peut éventuellement, dans quelques pourcentages des cas, les enlever sans que ça atteigne cette continence. Vous dites les hémorroïdes, c'est-à-dire c'est quoi le nombre normal d'hémorroïdes ? Alors vous avez les hémorroïdes, c'est les hémorroïdes internes qui sont l'essentiel de notre topo aujourd'hui, je pense, puis les hémorroïdes externes qui sont qui sont juste à l'extérieur, qui sont moins une pathologie sévère. Sinon, en général, les gens ont des coussinets hémorroïdaires, comme on appelle ça, entre 2 et 4 coussinets. Est-ce qu'il y a un parallélisme entre la taille ou le nombre et les symptômes ? Non. En première instance, des gros hémorroïdes peuvent être asymptomatiques et vice-versa. Mais en général, c'est surtout pas tellement leur taille que leur mobilité. Moins elles sont accrochées dans le canal anal, plus elles glissent vers l'extérieur, plus elles vont être responsables de symptômes. Les plus grosses peuvent se mobiliser de façon plus importante, mais ce n'est pas relié il n'y a pas de lien taille-symptôme. On dit qu'il y en a autant chez l'homme que chez la femme, vous confirmez ? Oui, c'est sensiblement identique. Simplement, parfois, elle s'exprime un peu plus tôt avec une forte composante externe chez la femme à cause de la grossesse et de l'accouchement. J'allais vous dire, la différence entre l'homme et la femme, c'est que la femme accouche, donc logiquement, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait plus de maladies hémorroïdaires chez les femmes. Disons qu'elles s'en plaignent plus, ce qui ne veut pas forcément dire que c'est plus... Elles s'en plaignent plus, sont peut-être plus demandeuses de soins et peuvent avoir les symptômes un peu plus tôt à cause de la grossesse et de l'accouchement. Alors on dit dans le dernier trimestre surtout, c'est à cause du poids du fœtus ? Il y a plusieurs arguments. Il y a la pesanteur, la gêne au retour vasculaire, une constipation qui est synchrone et aussi une imprégnation hormonale. Il y a des récepteurs hormonaux sur les hémorroïdes, puisque des femmes disent bien qu'au moment de leurs règles, elles ont des crises. Et puis, il y a aussi une certaine laxité tissulaire qui est utile pour accoucher, mais qui peut entraîner une turgescence plus facile. Je suppose que la pression et la force de l'accouchement doit être aussi un facteur... Bien sûr, c'est le facteur déclenchant en fin de grossesse. Alors les facteurs de risque, il suffit de regarder tous les magazines pour rentrer dans le folklore des hémorroïdes. Est-ce qu'on peut en retenir quelques évidents ? Troubles du transit intestinal ? Alors, le facteur, il y a 2 éléments. Il y a les troubles du transit, qui sont par eux-mêmes, effectivement, notamment les efforts défécatoires, les séjours prolongés aux toilettes, et donc la constipation de transit sur selle dure qui conduit à pousser, mais aussi les constipations d'évacuation où les gens sont obligés de pousser. Mais il faut voir que la maladie hémorroïdaire, c'est une maladie dégénérative, c'est-à-dire c'est comme la presbytie, les cheveux blancs ou l'arthrose. C'est quelque chose qui évolue avec le temps. Par conséquent, avec le temps, inexorablement, les gens qui se mettent à avoir des symptômes hémorroïdaires vont pouvoir les voir s'accentuer avec le temps. Donc on ne devrait pas être sur un tiers des Français, on devrait être sur la totalité des Français. Pourquoi il y en a qui n'en ont pas ? Non, parce que tous ne font pas l'arthrose à la même vitesse, tous ne sont pas hypertendus, tous ne font pas la même athérosclérose. Probablement que le patrimoine et les facteurs déclenchants du transit ne sont pas les mêmes. C'est des facteurs déclenchants ou des facteurs aggravants, les facteurs de risque ? C'est des facteurs
aggravant des symptômes et c'est aggravant de la maladie et déclenchant des symptômes. Troubles du transit, surpoids, obésité. Un peu moins, un peu moins. Un peu moins. La grossesse, les accouchements, le grand classique, c'est le débat sur les épices, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en soi. Il y a pas, et l'alcool, le vin blanc, toutes ces choses-là. Alors, les vasodilatateurs en général, ce qui est l'alcool, on a des patients pour lesquels cette réponse est pertinente, puisqu'ils nous disent bien qu'au moment où ils font des crises, c'est au moment où ils ont fait des écarts alimentaires, notamment sur l'alcool ou sur les épices. Le médecin qui nous écoute, il dit quoi à ce sujet à ses patients? Il dit que si ça doit arriver, ça arrivera. Il ne faut pas se priver du plaisir de la vie. Il va donner des conseils de tempérance, Ouais. d'une façon générale. Et pour ce qui est des épices, si les gens ont un facteur déclenchant avec des épices responsables, bon bah à ce moment-là, c'est comme les patients qui nous disent j'ai mal quand on appuie là. La réponse, c'est de leur dire n'appuyez pas, quoi. Enfin, donc là, c'est un peu pareil. Si les épices déclenchent, prenez-en moins. Est-ce que la fréquence des crises s'accélère et elles deviennent de plus en plus graves ou il n'y a pas ce genre de schéma? Non, il n'y a pas de ce genre de schéma-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire standard de la maladie hémorroïdaire. Ce qui est d'ailleurs un problème dans la prise en charge thérapeutique parce qu'elle a comme caractéristique d'être une maladie extrêmement fluctuante dans son rythme et dans son expression. Symptômes, tous les médecins les connaissent, douleur et saignement, mais on va quand même préciser quelque chose. Douleur, c'est normal de souffrir combien de temps quand on a des hémorroïdes? Alors, en théorie, la maladie hémorroïdaire interne n'est pas douloureuse. C'est-à-dire que lorsqu'on s'adresse au prolapsus hémorroïde, des hémorroïdes internes qui ressortent, ça peut être inconfortable, ça peut ressortir, ça peut saigner, ça peut suinter, ça peut nécessiter d'être remis en place, mais ce n'est pas douloureux. Dans les hémorroïdes, ce qui fait mal... Quand vous dites remise en place par le patient lui-même? Oui. D'accord. Oui, c'est-à-dire qu'en post-défécatoire, les gens leur poussent et le remettent en place. Si on peut, alors ceux qui nous écoutent peuvent dire non, moi j'ai pas de patients qui le font. Non, vous n'avez pas de patients auxquels vous posez la question. Mais si vous posez la question, vous allez en trouver. Et la deuxième chose, c'est lorsqu'il y a des phénomènes douloureux, une fois qu'on a exclu les fissures qui partagent avec les hémorroïdes de déclenchement par la constipation, ce sont souvent des épisodes de thrombose hémorroïdaire, c'est-à-dire des petits caillots qui se forment dans les veines qui sont, elles, sous la peau. Donc, étant sous la peau, elles ne saignent pas, mais qui forment des petites grosseurs douloureuses. Là, on est dans la complication. Mais donc, pour vous, on est dans l'expression de la maladie hémorroïdaire externe. L'hémorroïde normale n'est pas douloureuse? Non, le plus souvent, non. Bon. Donc, ça ne sert à rien de donner des antalgiques puissants à ce stade-là ou des topiques locaux anesthésiants. Voilà. Pour les hémorroïdes internes. Quand c'est une crise d'hémorroïdes externes, ce qui est une autre expression de la maladie hémorroïdaire externe, là, des antalgiques, ça devient là, il faut utile. donner des antalgiques. Les saignements, est-ce que toutes les hémorroïdes saignent? Non, il n'y a pas de lien par rapport à la taille. Le message fondamental à faire passer, c'est qu'on ne peut rapporter un saignement à des hémorroïdes qu'après une analyse clinique et avoir formellement éliminé une autre cause. Alors, vous allez tout de suite me parler du cancer colorectal. Oui. C'est quoi la conduite pragmatique? On envoie tous les hémorroïdes faire une coloscopie? Non. Bah oui. Non. Comment? Alors, la réponse, on peut la faire simple. Avant 40 ans, sans antécédent familial, sur des saignements très caractéristiques, avec un examen physique quand même, parce que ça peut être autre chose. Ça peut être quelqu'un qui a un cancer de l'anus, même si c'est un adulte, un homme homosexuel jeune, si c'est une fissure. De toute façon, c'est pas difficile. Si on se rapporte uniquement à la description d'un saignement pour dire quelle en est la cause, à l'échelle de 10 ans, on se trompe dans 30% des cas. Donc ça a été évalué. Donc, mais avant 40 ans, on peut rester au diagnostic. Au-delà de 50 ans, un saignement doit être exploré et effectivement, le patient doit avoir une coloscopie. Et après, entre 40 et 50 ans, il n'y a pas de règle systématique. C'est un peu du bon sens qui dépend des antécédents, des inquiétudes du patient. Et plus on se rapproche de la cinquantaine, plus on va avoir tendance à avancer la date de la coloscopie. Et plus on se rapproche de la quarantaine. Et une bonne analyse clinique, voire une rectoscopie par un proctologue ou quelqu'un d'entraîné, permet de dire, on attend quelque temps avant de se jeter sur la coloscopie, pas de coloscopie systématique. Alors, une des complications de la maladie, la maladie hémorroïdaire, vous dites que c'est aussi la thrombose. Diagnostiquer, c'est quand même assez simple. Il suffit de regarder pour voir qu'il y a une thrombose Oui, une thrombose hémorroïdaire externe. On ne parle pas du gros prolapsus qui ressort, qui est coincé dehors, qui fait une espèce d'énorme chou-fleur un peu babouin, violacé. Ça, c'est assez rare. Mais ça, c'est quelque chose que nos confrères généralistes vont voir. Et ce sont eux qui, le plus souvent, sont en première ligne. Et ça, c'est une boule qui est à l'extérieur, qui a la forme à peu près d'un grain de raisin, qui peut atteindre parfois un petit peu plus, une petite balle de ping-pong, dans les formes les plus volumineuses, qui est tendue, bleutée, qui est bleue, mais qui est recouverte de peau, donc c'est pas rouge comme de la muqueuse, et qui est très douloureuse et qui est apparue 24 ou 48 heures au préalable,
contemporain d'un effort pour aller à la selle. Ça, c'est l'histoire de chasse de tous les généralistes, de donner le petit coup de bistouri qui transforme le médecin en héros parce que immédiatement la douleur cède. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Alors, ce n'est pas tout à fait aussi simple. Il faut que ce coup de bistouri soit fait lorsqu'il est fait suffisamment tôt et qu'il soit fait le plus complètement possible. Ça veut dire quoi suffisamment tôt? Dans les... Oui, je suis d'accord. Alors, pas trop tard. C'est-à-dire... Non, dans les 48 heures. Dans 48 heures. Quelqu'un qui se plaint de ça, dans les 48 heures. Dans les 48 heures. Oui, parce qu'au-delà, on est déjà dans la phase où c'est en train de se résorber et la seule chose que l'on fait avec son bistouri, c'est de rallonger la période douloureuse parce que le coup de bistouri, il y a quand même un petit inconfort. La deuxième chose, c'est qu'il faut pouvoir s'assurer de bien vider l'ensemble des caillots parce qu'il ne faut pas croire que c'est un caillot unique. La structure locale, c'est un peu comme des rayons de miel. Je ne veux pas vous dégoûter du miel, mais c'est quand même toute une série de petites logettes. Et donc, si on fait une incision, on peut enlever un ou deux petits caillots, mais pas forcément l'ensemble. Et à la thrombose, on rajoute l'hématome du coup de bistouri. Donc il faut bien le faire. Il faut plutôt faire juste le faire un peu comme si on faisait un œuf à la coque. C'est-à-dire vraiment pas donner juste un petit coup d'incision, faire une excision du toit pour vider complètement le caillot. Mais vous conseillez donc, on dit que 3/4 des malades consultent un médecin généraliste, donc ça veut dire qu'un quart vont voir des gastroentérologues. Vous conseillez d'aller voir un gastroentérologue en cas de thrombose ou... En cas de thrombose, beaucoup de médecins généralistes, alors peut-être pas en ville parce qu'on a accès à un proctologue assez facilement, mais dès l'instant où on est dans une zone qui n'est pas forcément surdense en spécialistes, c'est un geste que les généralistes doivent savoir faire. Ça se fait sous anesthésie locale, c'est un petit geste, ça saigne très peu, on met un petit pansement et c'est vrai que, voilà, comme vous dites, on devient tout de suite très salvateur. L'examen normal d'un patient qui a des hémorroïdes, c'est un toucher rectal systématique? Alors... Parce que c'est assez douloureux quand même. Non. Alors, en fait, les gens vont rechigner à aller voir leur médecin traitant à cause de la nature de l'examen, parce qu'ils ont cette petite gêne, cette pudeur qui est liée à l'examen. Et ils n'ont pas envie d'être examinés par qui que ce soit, ou parfois parce que c'est des médecins traitants avec lesquels ils ont une relation de confiance depuis extrêmement longtemps, et ça leur gêne de leur montrer leur derrière. Mais un examen proctologique, même, va comprendre 3 étapes. D'abord, il faut regarder. Ça crédibilise considérablement. Combien je vois parfois de mes confrères qui se sont un peu décrédibilisés parce qu'ils ont donné un traitement sans examiner, et donc avec un risque de 30% d'erreur diagnostique. Donc déjà, le simple déplissement de la marge. Et là, sur Internet, il y a plein de cours, de photos. Si on dit, moi, je n'ai pas été formé en proctologie, il suffit de s'y consacrer dans un temps minimum. On a les images simples en tête. Si on a un doute, on adresse. Mais là, déjà, on a fait un grand tri. Ensuite, c'est au minimum de faire un toucher pour vérifier qu'il n'y a pas d'abcès, qu'il n'y a pas de tumeur. Et si on a la possibilité, ou l'entraînement, ou l'apprentissage, on peut faire, avec du matériel à usage unique, une petite lampe de poche, ou il y a même du matériel à usage unique, on peut faire une anuscopie. Ça, je reconnais que l'anuscopie, il faut avoir été formé, ou être un peu isolé, être un peu motivé. Mais rien que le déplissement de la marge, l'examen et le toucher, on va déjà corriger considérablement des situations courantes. Bon, on ne fait pas d'examen complémentaire, on n'envoie pas faire des IRM, tout ça c'est... Pour la maladie hémorroïdaire, non, c'est pas nécessaire. Alors, on va passer au traitement médical. On dit qu'il faut contrôler les troubles du transit, donner des mucilages, que... je ne sais pas, j'ai vu ça dans la littérature, que les laxatifs permettent de diminuer la fréquence des crises hémorroïdaires chez 4 patients sur 10 et de diminuer les saignements. Vrai ou faux? Exact. C'est-à-dire que c'est vraiment la première étape. Ce qu'il faut faire passer comme message, c'était d'ailleurs un des objectifs thérapeutiques que vous avez dit, c'est dans la prise en charge, les patients sont souvent très inquiets à cause du saignement. Donc il faut d'abord les rassurer et leur dire que si on ne fait rien, ils ne risquent rien. Donc la première étape est constamment un traitement médical. Alors les topiques, les crèmes, les suppos, ça a l'avantage pour les patients d'être appliqués sur le lieu où ils ont mal. Mais ils ne sont pas forcément validés partout, les topiques. Pourtant, ils sont très prescrits. Oui, tout à fait. Non, ils sont très prescrits parce que bon, voilà, ça mange pas de pain. Mais on a montré que sur des grands groupes hémorroïdaires, même parfois presque pré-chirurgicaux, le seul fait de prendre en charge le transit permettait d'améliorer près de 50% des patients, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Alors, Vénotonique, la polémique est-elle justifiée? C'est vraiment j'ai des médicaments qui étaient probablement trop prescrits, mais maintenant ils sont génériqués. Donc, est-ce que vous les prescrivez, vous? Oui, alors je les prescris. Je tiens juste à préciser que j'ai des liens d'intérêt avec l'un des fabricants, et donc pour que ce soit bien clair. En tout cas, il y a des recommandations pour la pratique clinique qui ont été édictées par la Société nationale française de coloproctologie, qui disent, avec un relativement bon niveau de preuve, donc un grade B, que le recours à des phlébotropes pour les symptômes d'hémorroïdes internes en cure courte
participe au soulagement. Voilà. Pour les thromboses, ça ne sert pas. Et pour le traitement au long cours, c'est-à-dire la prise en charge de la maladie hémorroïdaire, il n'y a pas d'indication. Alors, le généraliste qui vous envoie un peu désespéré parce qu'il y a un patient qui a trop souvent des hémorroïdes, vous allez faire quoi, vous? Des injections, des ligatures, de la cryothérapie? Alors d'abord, on va vérifier que le traitement médical est bien fait, car malheureusement, l'observance n'est pas toujours parfaite. Et donc, imaginons pour que ce soit les motiver, bien fait. Voilà. Imaginons que ce soit bien fait. Alors, l'étape suivante, ce sont selon la situation anatomique, on peut passer directement à la chirurgie si on peut prédire déjà que toutes les autres méthodes instrumentales vont pas marcher. Et il y a maintenant la possibilité d'utiliser des techniques dites mini-invasives, donc moins agressives. Mais avant, on utilise des méthodes dites instrumentales. C'est-à-dire que ce sont des techniques qui sont faites à travers l'anuscope, en consultation, parce que dans une zone qui n'est pas sensible à la douleur. Les hémorroïdes internes n'étant pas sensibles à la douleur, on peut essayer de les rétracter pour les maintenir dans le canal anal. Et là, le principe, c'est toujours le même, c'est de produire une petite zone fibreuse par la cicatrisation d'un petit traumatisme qui est obtenu par une injection, par l'infrarouge et la cryothérapie. La forme la plus puissante, ce qu'on appelle les ligatures élastiques, pour étrangler le tissu et faire un escarre. Et lorsque l'on est en situation de sécher avec ces méthodes-là, on fait la mesure du rapport bénéfice-risque pour savoir s'il faut passer à la chirurgie. Et là, vous passez à la chirurgie, qui est une chirurgie assez simple? La chirurgie, c'est une chirurgie qui est très difficile, mais plus sérieusement, il faut bien préciser aux patients que demander un avis n'est pas forcément de finir sur la table d'opération. Celui qui pose l'indication opératoire, c'est le patient et le médecin en mesurant le rapport bénéfice-risque. On a la chirurgie de référence classique qui est l'ablation pure et simple des hémorroïdes, la technique à l'ancienne, qui est très efficace, qui est aussi la plus agressive. Dans notre jargon, on dit la plus morbide. On a développé que pour les hémorroïdes internes, et donc ça ne traite pas les hémorroïdes externes, des techniques dites mini-invasives, dont le principe est toujours le même, c'est de rétracter, mais cette fois-ci de façon massive et circulaire, soit par des ligatures qui se font sous un contrôle Doppler, soit par un système de pince qui est dite la technique de Longo, dont l'objectif est toujours le même, de rétracter les hémorroïdes internes en ignorant les hémorroïdes externes. Alors, on va passer à la deuxième partie de cette émission. On va pas se parler de l'abcès anorectal et des fissures et des fistules. On dit que ça n'a rien à voir, les deux sujets, hémorroïdes? Ça n'a rien à voir, et c'est la raison pour laquelle il faut examiner les patients en les regardant. Parce qu'on peut faire une erreur diagnostique. Complètement. D'accord. Et qui est évidemment importante, puisque ce n'est pas la même thérapeutique. On dit que l'abcès est 8 fois sur 10 la manifestation aiguë d'une fistule anale. Donc c'est une histoire qui se joue en deux temps, toujours? Alors, toujours, sauf que il faut toujours se méfier des toujours en médecine. Oui. C'est-à-dire que l'abcès est le premier temps de la fistule. À partir de l'infection d'une glande anale, qui est donc une des petites glandes qui est dans le canal anal, l'infection va suivre son chemin, traverser la paroi du canal anal, plus ou moins une partie importante du sphincter, et faire un abcès. Ça, c'est l'urgence, principalement à cause de la douleur et des dégâts que peuvent entraîner l'extension de l'abcès. Alors dites-moi, pourquoi ça s'infecte? On sait pourquoi? Il y a des facteurs de risque, genre diabète, ou c'est... Non, alors... Ça s'infecte toujours avec des germes du tube digestif. Ah oui, mais qui c'est viennent pas très bien placé, vous allez me dire. C'est cohérent. Mais pourquoi est-ce que la fistule apparaît à un moment ou à un autre? Pourquoi est-ce que elle se développe dans un endroit ou un autre? Ça, on n'en a aucune idée. Ce que l'on sait, c'est que certaines situations favorisent ces infections. Le fait que ce soit des germes du tube digestif, c'est un argument pour l'hypothèse du mécanisme dit cryptique, c'est-à-dire que c'est par l'intermédiaire d'une glande qu'on appelle une crypte anale qui s'infecte, et donc à partir d'un germe qui vient du tube digestif. Mais dans certaines circonstances, ça peut être favorisé. Il y a les maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn, qui sont très pourvoyeurs, qui font probablement le point de départ. Toutes les diarrhées chroniques, donc les maladies inflammatoires. Ouais. Et puis, certaines situations d'immunodépression. Pas le diabète. Parfois, le diabète favorise plutôt des abcès plus importants, mais pas plus fréquents. Mais certaines immunodépressions, comme l'infection par le virus HIV non contrôlé, ou les immunodépressions, on voit des gens qui développent des fistules à l'occasion de greffe de moelle, par exemple, ou d'aplasie médulaire. C'est quand même des cas assez rares. Vu le nombre d'abcès qui existent, il y a aussi la faute à pas de chance, si je comprends bien. Exactement. Bon, là, est-ce que la symptomatologie, on parlait des hémorroïdes tout à l'heure, est-ce qu'elle est évocatrice? Le côté pulsatile fait la grosse différence mais il n'est pas toujours là? Voilà.
Alors, ce qui amène d'ailleurs, juste pour rebondir avant de parler du côté pulsatile, c'est ce que les patients disent, et on peut les rassurer, c'est que ce n'est pas un défaut d'hygiène. On a beaucoup de patients qui disent « mais pourtant je suis un garçon propre », non, ils peuvent se nettoyer derrière avec un écouvillon, ça ne changerait rien. Mais après, la douleur est différente. D'abord, c'est un empattement qui est plus diffus, hein, ce n'est pas juste une boule qui est en relief, comme le serait la thrombose, c'est vraiment quelque chose qui est rouge, qui est chaud, et qui effectivement donne typiquement une douleur pulsatile. Mais cette douleur peut manquer, ce qui fait que si l'abcès est le premier stade de la fistule, lorsque ça devient, et que ça perce, ça devient une fistule, on a parfois le diagnostic directement au stade de fistule et rétrospectivement à l'interrogatoire, on ne retrouve pas la notion d'un abcès qui est passé inaperçu. Alors, ce abcès, imaginez que vous ayez la chance d'être examiné au moment où l'abcès est en train de se constituer. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, automatiquement, vous allez inciser. Alors, oui, là on va... Alors, les antibiotiques ne sont pas une bonne indication puisqu'ils ont été accusés d'abattardir les symptômes, mais de ne pas empêcher la diffusion de l'infection. La deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est prendre des anti-inflammatoires. Certes, ça marche bien, mais comme ça empêche la formation de la barrière qui limite l'abcès, il y a un risque de diffusion et d'exceptionnels cas de cellulite, qu'on appelle la maladie, donc des maladies de Fournier, donc des gangrènes de Fournier ont été décrites. Et puis, il faut inciser l'abcès pour permettre au pus de s'écouler. Alors ça, c'est vraiment un geste typique de médecine générale, où là, on demande aux gens soit de serrer les dents, soit de faire une petite anesthésie locale, on met un coup de bistouri, ça s'écoule, et quand l'abcès est en rétention, tout de suite, les gens vont mieux. Immédiatement, ils vont mieux. Là, à ce moment-là, vous les mettez sous antibiotiques? Non. Dès l'instant où l'abcès n'est plus drainé, ce n'est plus nécessaire. Et après, il faut qu'ils consultent de façon spécialisée, parce qu'il est très rare que la simple incision de l'abcès suffise pour contrôler complètement la maladie. Donc, si je comprends bien, dès qu'il y a un abcès, inciser, donner des antalgiques. Voilà. Hein, quel type d'antalgique on donne? Est-ce que les topiques locaux ne servent à rien? Non, ils n'ont pas d'intérêt, ils ne servent à rien. C'est vraiment du paracétamol, du tramadol ou un peu de néfopam par la bouche, mais qui marche très bien. On peut considérer ça comme une urgence thérapeutique? Abcès? Alors, ce n'est pas une urgence vitale, mais les gens qui ont eu un abcès dans leur vie savent que c'est suffisamment pénible pour qu'on cherche une solution rapide. Donc, est-ce qu'il faut absolument tout de suite adresser le patient à un spécialiste ou ça peut attendre Le mieux, c'est d'inciser et de voir rapidement soit un chirurgien qui a un peu l'expérience dans ce domaine-là, soit un proctologue qui va pouvoir s'en occuper aussi. L'abcès, ça va se résorber sans passer par la phase fistule, ça va se résorber assez rapidement alors. Alors, l'abcès va se résorber et dans l'histoire typique, toute l'espèce de grande rétention va progressivement diminuer pour ne plus laisser place qu'à un petit trajet qui fait communiquer donc le canal anal avec la peau à l'extérieur du périnée. Et ça s'appelle une fistule. Donc la fistule peut apparaître sans être passée au stade d'abcès. Et lorsqu'on a eu un abcès, qu'il a été incisé, ça ne donne pas systématiquement une fistule, c'est parce que dans près de, on va dire grosso modo, la moitié des cas, la simple incision de l'abcès suffit. Et la porte d'entrée, en fait, elle a été soufflée, elle s'est coagulée, et elle n'apparaît plus. Et ça peut suffire pour traiter la maladie fistuleuse. Ça ne récidive pas forcément? Alors, ça récidive pas forcément, mais disons que si on donne le chiffre dans l'année, c'est à peu près 1 sur 2 qui ne récidive pas. D'accord, ça fait 1 sur 2 qui récidive. Quand même. Si on peut le regarder comme ça. La fissure, c'est quoi par rapport à... La fissure, c'est là encore différent des hémorroïdes et des fistules. Simplement, la fissure se rapproche un peu des hémorroïdes dans la mesure où c'est là encore déclenché par les troubles du transit et cette fois-ci constipation, plus rarement diarrhée. C'est une petite déchirure. Ça se traite comment, les fissures? Laxatif et antidouleur. Là, parfois de la chirurgie, mais c'est vraiment seulement 3 ou 4% des fissures. Vous, à cet endroit-là, on a l'impression que vous suturez jamais. Vous avez toujours besoin de... On suture assez peu parce que ce sont des zones très septiques et ça s'infecte sous les plans de... Alors, avant de passer à la troisième partie, consacrée à la fistule anale, là, qui est une vraie urgence, je vous rappelle que nous attendons vos questions. On y répond dans moins de 10 minutes. Fistule anale, c'est fréquent dans la population générale? C'est pas une pathologie très fréquente par rapport aux hémorroïdes notamment. C'est de l'ordre de 1 à 3 pour 10 000 Français qui ont une fistule anale. Donc c'est pas exceptionnel, mais c'est pas très fréquent. C'est plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Donc visuellement, ça ressemble à quoi? Alors, dans l'histoire typique d'une fistule, c'est un patient qui vient consulter pour hémorroïdes, parce que lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un écoulement et du sang.
Et les gens... Ils sont une boule, non, ou pas? Alors, Sans pas l'abcès, forcément. Pas forcément. Et donc, dans la forme typique, il dit, voilà, je n'ai rien, j'ai un intervalle libre, et puis d'un coup, je sens que ça gonfle un peu, ça fait mal, et puis, parce que la fistule est refermée, puis elle se reperméabilise, elle s'ouvre, le pus et le saignement s'écoulent. Alors, le pus, il n'est pas forcément en grande quantité, donc les gens ne le voient pas, il n'est pas très nauséabond, mais il y a un écoulement glaireux, un peu sanglant, ça va mieux, jusqu'à la fois d'après. Donc, ils alternent comme ça des intervalles libres, des phases de rétention suppurée et des écoulements salvateurs. C'est-à-dire que vous voyez, en fin de compte, souvent, les fistules, des événements qui sont passés inaperçus, enfin des traces d'événements qui sont passés inaperçus, des abcès, Voilà. Et alors après, quand on explore la fistule, on peut retrouver les abcès, et c'est rétrospectivement dans l'histoire qu'on retrouve la notion, à un moment ou un autre, d'un abcès. L'histoire caractéristique de la fistule qui vient voir un spécialiste, c'est j'ai eu un abcès, je suis allé voir mon médecin traitant, il m'a sauvé en me l'incisant, c'est passé, c'était il y a 6-8 mois, et puis là, depuis, je sens que de temps en temps, ça coulotte, je dois avoir des hémorroïdes. Ben non, c'est l'histoire de votre abcès, et qui est devenu chronique sous forme d'une fistule chronique. Vous retrouvez le trajet de la fistule à la palpation, enfin, à l'examen? Alors, on a des suspicions et l'expérience. Plus la fistule est simple, plus on arrive à deviner le trajet. Quand on commence à avoir affaire à des trajets qui remontent, qui circulent, qui sont assez longs, le trajet va être complètement exploré par l'association d'un examen clinique, éventuellement d'un examen sous anesthésie générale, qui est le premier temps de la chirurgie, et on peut se faire aider parfois, soit sur une échographie endo-anale, soit surtout d'une IRM qui nous permet d'avoir une topographie avant, mais qu'on ne fait pas de façon systématique. Est-ce que vous avez l'expérience en fin de compte, de repérer toujours Oui, on retrouve assez souvent. L'IRM, c'est surtout pour les récidives de fistules, ou lorsqu'on suspecte vraiment une fistule très complexe et ancienne. Est-ce que c'est récidive, les fistules? L'objectif du traitement de fistule, c'est de guérir définitivement sans séquelles. Donc on met le sans séquelles d'abord parce que on touche à une zone qui a une fonction importante en termes de continence, mais de façon définitive parce que effectivement, lorsqu'on traite une fistule, la difficulté c'est de trouver la porte d'entrée. Elle est trouvée très souvent, mais il ne faut pas non plus oublier tous les petits trajets secondaires. Il ne faut pas imaginer une fistule comme étant vraiment un cylindre qui communique d'un endroit à l'autre. C'est plus un oursin avec des tas de trajets secondaires, et il faut donc les chercher dans leur ensemble pour éviter la récidive. Plus la fistule est complexe, plus il y a un taux de récidive. Les fistules complexes, on annonce nous-mêmes 30% de récidive. Risque de complications si on n'intervient pas, bien évidemment? Les risques de complications sont les infections plus sévères, mais c'est surtout la complexification de la fistule. C'est-à-dire qu'elle le fait, elle fait un orifice, puis un deuxième trajet, et là, à ce moment-là, ça donne, dans les formes très historiques, nous on appelle ça des anus en pomme d'arrosoir, parce qu'il y a vraiment plein de zones de drainage. En attendant l'intervention, vous prescrivez des antibiotiques? Non, parce que ça l'assèche. Il faut juste prescrire un antiseptique local par mesure d'hygiène et des antidouleurs. Alors vous allez intervenir, ça se passe sous anesthésie générale? Oui, sous anesthésie générale, parfois sous anesthésie loco-régionale, mais comme ce sont de la chirurgie que dans la majorité des cas on peut ou qu'on doit faire en ambulatoire, l'anesthésie générale est parfaitement bien adaptée. Combien de temps ça dure? Une fistule simple, ça va durer une demi-heure. Une fistule complexe, ça peut prendre 3 heures. Ah oui. Ah oui, quand même, oui. Anesthésie générale en ambulatoire. Donc vous recherchez toujours l'orifice primaire dans le canal anal, c'est la première chose que vous faites? Et en prévenant le patient, en lui disant qu'on a un pourcentage d'échecs, et donc on fait au mieux, mais il ne faut pas chercher l'orifice non plus à tout va. Et les gens qui sont un peu moins expérimentés dans ce métier-là peuvent rechercher la porte d'entrée de façon absolue et en fait se tromper en faisant un faux trajet, ce qui est pire puisqu'on laisse le vrai et on en crée un autre. L'un des artifices que l'on utilise par exemple, pour rechercher le trajet, c'est que par la porte de sortie, on injecte un colorant avec une petite seringue et on voit ce colorant qui ressort dans le canal anal. Ça prouve que la fistule est perméable et ça nous permet de retrouver la porte d'entrée. Vous le faites systématiquement, ça? Systématiquement. C'est quoi les complications post-opératoires? Vous avez de l'incontinence anale? Les complications, alors, la plus classique, c'est la douleur post-opératoire, qui est une péripétie, mais qui est quand même... Alors ça, c'est le médecin qui dit que c'est une péripétie, mais je ne pense pas que le patient dise que c'est une péripétie. Non, il faut l'aider, il faut l'accompagner, parce que c'est vrai que ça peut chauffer un peu. La deuxième, c'est le retard de cicatrisation, c'est-à-dire que tout se passe bien, le drainage se fait bien, puis au lieu de cicatriser en 3-4 semaines, ça fait en 3-4 mois. Ça peut arriver, ça se voit plutôt chez les gens sous corticoïdes, diabétiques ou qui ont des maladies de Crohn. Alors tout ça, vous allez me dire que c'est comme le fût du canon qui refroidit au bout d'un certain temps. Oui. Délai de douleur, délai de cicatrisation, vous pouvez donner des estimations?
Oui, alors pour une fistule moyenne, c'est-à-dire les fistules les plus courantes quand même, c'est une douleur post-opératoire de 2 semaines qui, dans la majorité des cas, réagit bien aux antidouleurs, mais pas à 100%. Après, un inconfort avec une cicatrisation dirigée pendant encore 4 à 6 semaines. Et après, on vit normalement, mais on sent qu'il y a eu une chirurgie qui s'est faite. Dites-moi, c'est long quand même. Ah oui, c'est long. Les fistules, ça peut être long. Et les fistules, et surtout, ce dont il faut prévenir les patients, c'est qu'une fistule complexe va nécessiter parfois plusieurs interventions successives, l'objectif étant toujours de faire plusieurs petits gestes qui s'additionnent les uns aux autres pour contrôler le processus infectieux, mais d'éviter une grande section parce que la complication principale de ces fistules-là, pour une maladie bénigne, c'est les troubles de la continence. Compte tenu de l'incision que vous faites et de l'endroit peu propice à la cicatrisation, la nature est forte quand même. Ah oui, la nature est formidable. Alors, vous n'avez pas parlé des incontinences anales, ça peut... Alors voilà, les incontinences anales, les gens doivent être prévenus de ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux multiplier les temps opératoires plutôt que de le faire en un temps, parce que le fait de faire une chirurgie en un temps, ça expose. Plus la fistule est compliquée, plus le risque de troubles de la continence existe. Alors il faut bien voir, c'est pas la chaise percée de Louis XIV quand on parle d'incontinence. Ça peut être une difficulté à retenir les gaz, ça peut être un petit suintement, mais c'est vrai que si ça arrive chez quelqu'un de jeune, c'est pas très glamour d'avoir de temps en temps ce genre de symptômes, et il y a des terrains prédisposés. C'est pour ça qu'on va être... C'est-à-dire ? Eh bien, les gens qui ont déjà amputé leur capital sphinctérien, parce qu'ils ont déjà eu une fistule, que c'est une récidive de la fistule, ou parce que ce sont des femmes qui ont eu des accouchements un peu traumatiques, des enfants de gros poids avec forceps. Celles-là, on y va très très doucement, et c'est pour ça que l'on développe des techniques qui restent encore imparfaites, mais dites d'épargne musculaire, dont l'objectif est d'arriver à obturer le trajet fistuleux sans avoir à le couper. Et vous mettez une sorte d'élastique qui permet de... Alors, pour obturer le tissu, pour obturer la fistule, ça c'est des techniques avec des colles biologiques pour essayer de fermer le tissu, qui ne marchent que dans 30 à 40% des cas, mais enfin là on n'a pas du tout abîmé le sphincter. Ce à quoi vous faites référence, c'est un espèce de... Ça ressemble vraiment à l'élastique du commerce, quoi. C'est le même principe. L'objectif, c'est de conserver le trajet. Voilà. Comme ça s'écoule par dedans et par dehors grâce à cet élastique... Ne pas fermer le trajet. Voilà, de ne pas fermer le trajet. Les gens ne peuvent plus faire d'abcès. Et toute la partie qui a été drainée, on lui donne le temps de cicatriser, le temps qu'il ne reste plus que le petit trajet fistuleux, qu'après on peut prendre en charge sans déformation. Et ce plastique, ce petit élastique, vous laissez combien de temps ? Eh bien, ça va entre 2 et 6 mois. D'accord. Eh bien, écoutez, on va passer tout de suite à vos questions. Alors, y a-t-il un intérêt d'avoir un anuscope en cabinet de ville ? Alors oui, ça je crois, c'est qu'autrefois c'était difficile parce qu'il fallait des sources de lumière froide, mais un anuscope, c'est un matériel à usage unique. Il y a des systèmes avec manche chez un fabricant à Paris là, qui le vend dans toute la France et même à l'étranger, avec un petit éclairage qui permet donc de l'avoir de façon manuelle. Et je pense qu'au début, il ne faut pas hésiter à faire ces anuscopies puis à les adresser pour se faire son expérience. C'est un geste très simple et qui rend des grands services aux patients, surtout lorsqu'on n'a pas un proctologue à portée de main. Bon, l'abcès peut-il s'évacuer tout seul et passer inaperçu ? Oui. Oui, c'est ce que vous avez dit. Pourquoi le recours à des antalgiques puissants type morphinique sont-ils aussi rares dans ces indications ? C'est une bonne question, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas, mais alors les prescriptions des morphiniques se sont un peu simplifiées. Et puis il y avait une culture de docteur Gemal, est-ce normal ? Bah oui, vous avez été opéré. Maintenant, qui est moins acceptée par les patients, heureusement, et qu'il ne faut pas accepter. C'est d'ailleurs la disponibilité d'anesthésiques locaux à longue durée de vie qui permet de faire la chirurgie ambulatoire parce que les gens rentrent sans rien sentir. Mais cette anesthésie n'est pas éternelle. Voilà. Et lorsqu'elle va disparaître, il faut absolument utiliser des médicaments, et ça peut être des morphiniques. Quel type de pansement prescrire pour les soins locaux ? Pendant combien de temps ? Et qui doit faire ces pansements ? L'infirmière Alors, lorsque c'est simple, lorsque c'est une petite hémorroïdectomie ou lorsque c'est une petite fistule, les patients peuvent faire leurs soins eux-mêmes. Après, s'ils ont un handicap, par exemple la vieille dame avec de l'arthrose, le grand obèse, et puis les fistules complexes, il faut demander à une infirmière. Et là, on est en but à une difficulté qui est l'acceptation par les infirmières de faire des soins à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il y a un frein des patients de montrer leur derrière,
il y a un frein de nos confrères, et ceux qui nous écoutent probablement ne sont pas enthousiasmés à l'idée de regarder le derrière de leurs contemporains. C'est néanmoins une zone comme une autre qu'il faut regarder. Et on a aussi un frein du côté des infirmières. Ah oui. Ah oui. Au point même que j'ai développé un artifice, c'est-à-dire que quand je fais la prescription infirmière, je mets un petit mot à côté maintenant. Je dis, voilà, chère madame, vous allez prendre ou cher monsieur, enfin, vous allez prendre ce patient, voilà, ça vous embête un peu, mais voilà pourquoi c'est important. Et je leur explique à côté de la prescription. Sinon, on a un petit peu de mal à obtenir des soins où elles disent vous pouvez le faire vous-même ou c'est pas nécessaire, ce qui sont deux erreurs. Ça paraît incroyable quand même. Une réflexion plus qu'une question. C'est peut-être anodin, mais la prescription d'un coussin spécial change la vie des malades. Les médecins oublient souvent de le signaler et de le prescrire. Alors, c'est à la fois vrai et pas vrai, ça dépend du type de pathologie, mais c'est... alors bon, il y a le coût, c'est pas toujours remboursé. Je signale le truc, vous avez des ballons, ça s'appelle des ballons plats pour faire de la gym. Ça s'achète dans une grande enseigne de sport que je ne nommerai pas, mais qui ont une forme de galette et qui sont en silicone souple et qui peuvent remplacer, pour un prix défiant toute concurrence, qui peuvent remplacer, on met un petit torchon dessus, on s'assied dessus. Je ne sais pas combien coûte ce coussin, ça doit quand même pas être une fortune, non? Non, mais bon, après, il y a des gens enfin, qui sont voilà. Apparemment, c'est une prescription intéressante. Oui. Que conseillez-vous pour la reprise des selles alors que la plaie après intervention chirurgicale est encore à vif? Alors, ça, le paradigme a changé. Pendant longtemps, on constipait les patients et au bout de 10 jours, sur une plaie qui était en train de se refermer, ils évacuaient des selles extrêmement dures et ça leur faisait très mal en déchirant. Alors maintenant, on change, on anticipe par des laxatifs pour éviter la constipation réflexe qui s'installe dans la crainte de la douleur. Et on donne des laxatifs pendant toute la période. Et donc, il n'y a pas de date idéale de reprise du transit. Il faut que les gens reprennent leur transit normal, ce qui n'est pas toujours évident, sans avoir la diarrhée et sans avoir de selles dures. Alors, vous privilégiez un régime sans résidus dans les suites? Non, un régime normal. Avec un laxatif, en général, un laxatif osmotique pour un peu ramollir la selle. L'intérêt du méchage après incision, donc je conseille de mettre une mèche dans l'orifice de l'abcès, n'est pas démontré, c'est une pratique douloureuse. Est-ce inévitable? Alors ça, oui, ça c'est quelqu'un qui est bien renseigné qui pose la question, parce qu'effectivement, il y a des études qui ont montré que la simple incision de l'abcès, sans entretenir la cavité par un méchage, était tout à fait licite et que le bénéfice était tout à fait discutable. Donc je crois qu'il ne faut pas s'acharner à faire un méchage, c'est douloureux et ça peut entretenir l'orifice. L'objectif principal du méchage, c'est dans les cavités d'assez grande taille, c'est de permettre le comblement de la cavité du fond vers la superficie. Parce que sinon le risque, c'est de se retrouver avec une cavité qui se comble imparfaitement et l'orifice qui se ferme trop tôt. Donc la mèche, il ne faut pas la tasser, il faut juste permettre à l'orifice de rester ouvert, surtout quand, pour des raisons techniques, l'opérateur a jugé utile ou a oublié ou a fait un orifice de drainage trop petit. Il faut le faire quand même assez large pour que le comblement vienne du fond. C'est comme je dis toujours, il faut que ça se comble comme un saladier ou comme un verre à champagne et non pas comme une flûte. Sinon, ça se... Et le médecin qui reçoit les patients que vous avez opérés ne touche pas à la mèche, il attend qu'elle tombe toute seule? Alors, en général, il faut quand elle est placée, ça dépend un peu de sa taille. Si c'est une petite mèche, on la laisse 3-4 jours, on l'enlève et on fait des soins locaux. Si elle est plus longue, on la tire petit à petit, mais toujours en l'humidifiant pour qu'elle se décolle des berges et éviter que ce soit douloureux. Alors écoutez, on arrive à la fin de cette émission. J'ai une dernière question. J'aimerais bien d'ailleurs que vous fassiez une forme de conclusion à partir de cette question. Elle provient d'un de vos confrères qui regarde cette émission. Et il dit, on assiste souvent à de la négligence et une perte de temps, autant due à la pudeur du patient que celui du médecin. C'est important de signaler. Je suppose que c'est un proctologue qui nous met ça. Vous êtes d'accord avec lui sur la perte de temps et la pudeur? Alors, est-ce que c'est une perte de temps dans la mesure où ce ne sont pas des pathologies vitales? Y a pas, mais c'est vrai que la durée moyenne... Est-ce que vous voyez des patients arriver trop tard, quoi? Ah oui, bien sûr. Il y a des gens qui ont des... Alors, deux anecdotes à ce moment-là. D'abord, 50% des patients qui consultent pour hémorroïdes, la durée moyenne, la médiane des symptômes, c'est 18 mois. C'est-à-dire qu'ils attendent d'avoir des symptômes. Et ce n'est qu'un an et demi, 2 ans après l'apparition des symptômes, c'est même pas des symptômes critiques, que les gens vont prendre un premier avis auprès d'un médecin traitant. Donc c'est une deuxième chose. Et puis combien de fois on a des patients qui ont des symptômes qui leur ont pourri la vie. On voit des patients qui disent oh, j'ai ça depuis 40 ans, mais maintenant j'ai 108 ans, il faut m'en débarrasser, il faut m'opérer. On a envie de leur dire c'est un peu tard, quoi. Et régulièrement on a des patients qui nous disent si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt, quoi. Quand on voit déjà l'ambiguïté de la prescription d'anti-inflammatoires entre l'hémorroïde et l'abcès, c'est pas facile de prendre une décision qui soit...
Et c'est dommage. La proctologie, pour ça, est une spécialité formidable, tant pour les proctologues que pour les médecins généralistes, puisqu'on peut faire le diagnostic sans examen complémentaire, démarrer un traitement sans avoir besoin de prise de sang ou d'IRM. C'est une belle spécialité clinique. Et on voit que vous en parlez avec beaucoup de passion, Philippe Godberge. Alors, je vous rappelle que le docteur Godberge a écrit un best-seller. Le titre de votre livre, « Qu'est-ce que tu as dans le ventre ?» aux éditions Hachette. Vous surfez sur la mode du microbiote, hein. Disons que après tant d'années, j'avais envie d'amplifier les messages de prévention et de culture médicale qu'on donne en consultation. Et il y a effectivement un chapitre, on n'y échappe pas, mais c'est vrai que c'est très important puisque le microbiote doit nous permettre de découvrir et de soigner de nombreuses autres maladies, même si actuellement c'est encore un peu du domaine du laboratoire. J'ai oublié de vous demander s'il y avait une position pour la défécation pour éviter les hémorroïdes. C'est toujours le truc hyper à la mode en ce moment. Oui, alors en fait, c'est la position qui favorise l'évacuation, donc c'est en surélevant un petit peu les pieds, et deuxièmement, de ne pas lire ses mails et de ne pas regarder cette émission aux toilettes, c'est pas une bonne idée. Merci. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour poursuivre la discussion. jdflemoine@gmail.com. Pour revoir toutes les émissions, il suffit d'aller sur le site fréquencemédicale.com, également sur la chaîne YouTube de Fréquence Médicale. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. En attendant, portez-vous bien.